YouTube Worlds, bonjour, on se retrouve avec l'heure littéraire. Oui, s'il vous plaît, mesdames et messieurs et mesdames. Alors, vous me voyez attifé et apprêté identiquement à la vidéo précédente, mais c'est parce que je t'ai tout tourné dans la foulée. Pourquoi ? Parce que je savais en amont que j'ai une semaine plutôt chargée. Je me suis dit, fait. En même temps, j'allais pas me démaquiller, me changer, c'est bon, la pitrerie, stop. Donc aujourd'hui, l'heure littéraire, je vais monologuer et vous donner surtout mon avis sur mes dernières lectures. Sans plus tarder, je vous propose le livre Mortelle petite annonce de l'autrice Hélène Rummer, je ne sais pas trop comment ça se prononce, pardon, qui est paru aux éditions Librinova, qui est un service presse. De toute façon, tout sera mentionné dans l'encart prévu à cet effet. Alors, au niveau de ce livre, tout part évidemment d'une petite annonce où en fait la famille Jarnac est en quelque sorte à la recherche d'une jeune fille au père. Sans trop y croire et compte tenu de sa situation, elle a besoin de ce job, Laurie répond à cette petite annonce. Alors il se passe un petit imbroglio dans un premier temps, elle est finalement rappelée et elle est prise pour ce boulot. Donc ça se passe, on va dire, correctement, sauf que dans la nuit du 27 au 28 juin 2020, alors qu'elle revient de ses vacances à Rouen, elle rentre chez les Jarnac et en pleine nuit, elle est extirpée du sommeil par une horde de coups de feu et elle s'aperçoit que toute la famille, que ses employeurs et toute la famille Jarnac a été assassinée. Dans un premier temps, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce livre et qui est pour moi le gros point fort de ce roman, c'est une alternance entre narration classique et narration posthume, puisque Marie-Ange et Pierre Jarnac ont été assassinés et en fait ils vont prendre place dans le récit. Ils vont faire face à leur mort et en fait il va y avoir... c'est-à-dire qu'il y a comme une délivrance et les œillères qu'on peut se mettre vont complètement tomber et ils vont faire face à leur côté sombre, à ce qu'était, on va dire, une vie bancale, une sorte de mise en lumière sans sourdine de ce qui a été accepté et qui n'était pas acceptable au sein du couple, et la mise en lumière surtout de leur côté obscur respectif. C'est bouleversant cette narration posthume parce qu'en fait, il y a une lucidité absolument déconcertante. Il y a vraiment le fait que les personnages parlent de leur mort, dans leur mort, fait qu'on lève, voilà, il y a une levée des limites, il y a une levée des interdits, il y a une levée des restrictions de ce qu'on ne doit pas dire parce que bienséance, bienveillance. Là, en fait, ils remettent tout à plat. Ils sont morts. Il n'y a plus de raison de se mettre des limites ou de rester dans des non-dits. Et c'est assez bouleversant parce que il y a une prise de conscience. Bon, déjà, ils sont morts dans des circonstances assez ignobles. Et il y a une prise de conscience de... merde, on est passé à côté de quelque chose, quoi. Et puis, il y a une narration un peu plus classique où on apprend à connaître le personnage de Laurie, qui est une jeune femme qui se cherche un peu, qui n'a pas une enfance, ni même qui n'a pas une situation familiale facile. On fait la connaissance aussi de Denise, qui bien... qu'on ait affaire à deux personnages bien différents, je trouve que ce sont deux personnages qui sont hyper attachants et on est vraiment aux antipodes dans les deux types de narration et c'est ce qui rend intéressant. T'as un peu l'impression d'avoir deux romans en un seul, mais où les histoires se rencontrent. Je trouve que l'autrice dépeint avec justesse le quotidien d'une vie autour d'un traumatisme quel qu'il soit. Les mots employés sont justes, ni trop ni pas assez, et elle aborde globalement le deuil, peu importe sa forme en fait, qu'il soit classique ou un peu plus compliqué, le deuil périnatal. Elle aborde plein de sujets que je trouve aussi très importants, le suicide, le deuil parental, les violences conjugales, l'alcoolisme, qui est souvent, en tout cas dans ce livre, l'alcoolisme qui est lié aux violences conjugales, en tout cas qui découle de ça. Elle met aussi en avant, ça j'ai trouvé ça très intéressant aussi, parce que c'est vrai qu'on est sorti un peu du truc, mais elle met en avant un petit peu les dommages collatéraux qu'a provoqué le Covid, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais moi je trouve que cette période-là, on en est tous plus ou moins ressortis pas pareil qu'avant. Je veux dire, sur un plan
peut-être santé mentale, approche des autres. Je trouve qu'on s'en est... Voilà, on est sorti de ça un petit peu différent. Il s'agit aussi de découvrir la vérité sur une famille qui, en apparence, est une famille sans souci, une famille dite classique, dite normale dans la normalité qu'on veut bien se créer, pas de souci, alors qu'en fait, on montre le beau, les apparences, les apparences, les apparences, et on fout ce qui est pourri sous le tapis. Et c'est clairement ce que l'autrice met en avant dans ce roman. Quant à Laurie et Denise, nos vivantes, entre guillemets, de ce roman, j'ai eu cette impression de deux personnages qui, quelque part, comment je peux dire ça, subissent un peu leur existence. Voilà, font avec, parfois même contre mauvaise fortune bon cœur, et chacune doit vivre avec ses traumatismes respectifs. Entre Laurie qui a vu des images absolument terrifiantes, qui est traumatisée d'avoir vu ses employeurs, toute la famille assassinée, et qui ne se sort pas, revoit des images qui la terrifient. Et Denise qui subit un petit peu tout ça et qui essaie de faire le point au crépuscule d'une vie, puisque, au contraire de Laurie, Denise est plutôt en fin de vie. Il y a une approche différente, mais finalement, tu comprends quand même que le traumatisme, quel qu'il soit, c'est pas anodin. C'est pas anodin, peu importe à quel moment de ta vie tu te situes. Je valide d'un grand oui ce roman parce que je trouve que malgré des aspects qui sont en mesure de dépasser certaines personnes, je parle au niveau du récit posthume, il laisse quand même ce roman, il laisse le libre arbitre au lecteur de se faire sa propre idée. Voilà. Et puis, on est sur un récit, un discours qui ne tergiverse pas. Je trouve les mots et le discours très authentiques, en tout cas très légitimes. Donc, est-ce que je vous recommande cette lecture ? Absolument. Pour le livre suivant, qui est également un service presse, j'ai lu Psyché de Céleste Sonnante, paru aux éditions Librinova. Alors là, c'est une lecture qui est très, très, très particulière et qui, je dois l'avouer, ne conviendra pas à tout le monde. En tout cas, pour moi, il y a un public très spécifique. On est sur un livre où on a de très longues descriptions de tout est de l'ordre en fait de la pensée. On est vraiment dans ce bouquin, déjà on est sur, je trouve que le sujet principal quand même, c'est la quête identitaire. Donc il y a beaucoup à dire autour de ça. Je dirais même la quête de soi, la quête du sens de la vie, de ses failles. Donc, autant vous dire que là, il y avait matière. Pour aller tout de suite dans le cœur du livre, en fait, l'autrice revisite, si je puis dire, le fameux mythe de Psyché, mais à sa façon. Et tout ça dans une prose, si je puis dire, absolument fabuleuse. Alors, il faut aimer cette plume, ce style de plume très, 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 très poétique. C'est très particulier parce qu'à moins d'avoir loupé quelque chose, mais on va avoir d'une part des personnages, on ne connaît pas le nom, on a une femme qui est personnage principal et un homme qui est le personnage principal, secondaire, j'ai envie de dire. Et ces deux-là, en fait, au hasard d'une soirée pluvieuse, si je puis dire, ils vont se rencontrer, commencer une relation. J'essaye de simplifier le truc, hein. Commencer une relation, mais sans jamais se dire leur nom et sans jamais se voir. Tout ça dans le noir. Déjà, ça vous donne un peu une idée du truc. Là, il y a ce truc autour de l'invisibilité de la part de l'autrice que je trouve très parlant. Enfin, pour ma part, vous vous doutez bien que c'est le style de lecture qui m'a fait un petit peu cogiter. Ne pas se connaître du tout. On va avoir des personnages qui vont finir par faire l'amour sans connaître, sans savoir comment mutuellement ils s'appellent, sans se voir. Enfin, je veux dire, c'est un petit peu chaud quand même. L'invisibilité va générer chez notre personnage principal, donc la femme, un foisonnement de questionnements sur son corps, sur ce que peut penser l'autre. En fait, le truc d'entretenir le fait de ne pas se voir, de ne pas se connaître, mais d'entamer une relation, fait que quelque part, tu t'évites une certaine déception.
mais tu penses quand même au moment où il faudra passer à autre chose et se mettre en lumière, si je puis dire. Et donc, il y a toutes ces questions sur comment lui, avec qui elle fait l'amour, avec qui elle partage des instants intimes, comment lui pourrait aimer quelqu'un qui ne s'aime pas du tout. Si tu veux, la question que je me suis posée, c'est que comment tu peux te faire des nœuds au cerveau à ce point dans une situation où tu n'as aucun tenant et aucun aboutissant. Je me suis dit, comment on peut se fabriquer des nœuds au cerveau à ce point dans une relation où finalement elle existe sans exister. C'est-à-dire qu'à tout moment, lui comme elle peuvent prendre la poudre d'escampette, sur une expression de 1418, dans le plus grand des calmes. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai vraiment eu cette impression que pour le personnage femme, tout lui échappe en fait. Elle vit quelque chose, elle ressent des choses de l'ordre de la passion, vraiment, c'est hyper passionnel. On a beaucoup de sensorialité dans ce livre aussi, mais elle ressent des choses de l'ordre de la passion pour quelqu'un qu'elle ne voit pas et quelqu'un dont elle ne connaît absolument rien. C'est assez fou. Et j'ai ce sentiment qu'elle se fait plus de mal que de bien parce que j'ai ressenti beaucoup de solitude autour de ce personnage. Elle se lance dans quelque chose qu'elle ne maîtrise pas, cette relation hyper passionnelle, hyper charnelle, sans rien savoir, sans rien connaître. Déjà, bon, moi, je serais pas sûre d'assumer ce genre de truc, honnêtement. Alors, il y a le côté un peu homme mystérieux et tout, mais bon... faut être sûr de son coup quand même, et d'un sens comme de l'autre. Hein. Il y a beaucoup de solitude autour de ce personnage, et elle se remet en question constamment sur tout son être, dans son entièreté. Je me suis dit finalement pour pas grand-chose, quoi. Et toi-même, en tant que lecteur, tu te poses plein de questions. Déjà, bon, comme je vous le disais, offrir son intimité comme ça, à brûle-pourpoint à quelqu'un... tu sais ni son nom, ni sa tête, rien du tout. Les rencontres ne se font qu'inopinément dans le noir. Alors moi, ça me semble hyper étrange. Et puis, lui, l'homme mystérieux, si je puis dire, l'amant nocturne, tu sens aussi que la situation lui plaît un peu, même si, oui, mais il faudra qu'on se voit, machin, mutuellement. En tant que femme... je me dirais, mais qu'est-ce qu'il cache, lui Pourquoi enfin, moi, c'est une situation qui me paraît très, très étrange, voire pour moi utopique. Globalement, j'ai aimé le voyage proposé, mais, je le répète, c'est une lecture qui ne conviendra pas à tout le monde parce que... j'ai utilisé le terme voyage à bon escient parce que c'est un voyage au cœur des émotions humaines. Et donc, c'est bordé par de très longues descriptions métaphoriques. C'est une lecture essentiellement introspective, quoi qu'il en soit. Donc, on est sur une plume très concentrée, très dense, malgré la longueur de ses descriptions et de ses analyses et de ses pensées, de ses remises en question. Je vous le dis, moi j'ai aimé la lecture de ce livre, mais est-ce que je peux vous conseiller ce livre ? Je ne sais pas. Là, c'est peut-être l'un des premiers livres où je ne suis pas en mesure de vous dire allez-y ou n'y allez pas. Parce que c'est tellement particulier, spécial, que je ne suis pas sûre de mon coup. Pour le livre suivant... on tape dans le coup de cœur. Je vous l'annonce de but en blanc. Nous sommes sur 1000 baisers pour un garçon de l'autrice Tilly Cole, paru aux éditions Hachette Roman. Quel coup de cœur. Il était une fois un bocal. Un simple bocal, mais qui sera là tout au long de ta vie. Il s'agit de mettre à l'intérieur 1000 petits cœurs en papier. Et à chaque fois que le garçon que tu aimes te donnera un baiser, d'inscrire dessus l'endroit où il t'a embrassé, le moment, ce qui te semble important. Et tu remets le petit cœur dans le bocal. Ainsi furent les derniers mots d'une mamie mourante à sa petite fille, Poppy, 8 ans. Alors, 1000 baisers, c'est beaucoup ou c'est très peu. Ça dépend du temps qu'on a devant soi. Il y a Poppy.
Mais il n'y a pas de Poppy sans son rune, et il n'y a pas de rune sans sa Poppy-mine. Sachez-le. Ah, ça me bouleverse rien que d'en parler. C'est une histoire d'amour avec un très grand A. Vous savez, en plus, on va avoir cette histoire d'amour sur la petite amourette naissante de quand on a 5 ans, quand on se rend compte qu'on est enfant, et puis qu'on se rend compte qu'on s'aime quand on grandit. On va avoir la passion, la fusion des amours adolescentes, si je puis dire. Et puis, il y a toujours les baisers importants. Et le bocal qui est toujours là. J'ai adoré, mais vraiment, j'ai adoré de tout mon cœur ce roman parce que je trouve que la plume est si authentique, si vraie. Et il y a une musicalité exceptionnelle au sens propre comme au sens figuré dans ce roman. Si vous avez lu ce livre, alors c'est là où moi j'ai lâché prise et que je l'admets, j'ai fortement larmichetté le passage au Carnegie Hall à New York. Je ne peux guère vous en dire plus sur ce roman, d'autant qu'on va enchaîner sur le tome 2 parce que c'était tellement évident qu'après avoir lu le tome 1, il me fallait lire le 2. Là, j'essaye, ma ligne de mire, c'est de ne pas vous spoiler, de ne surtout pas vous spoiler parce que ce sont tellement de très belle lecture que j'ai pas envie de ça. Donc pour le tome 2, toujours de Tilly Cole, qui est 1000 morceaux de cœur brisé paru aux éditions Hachette Roman. Alors là, celui-là, il m'a bouleversée parce que je pense que, on va dire, le cœur du récit, c'est le deuil. C'est le processus, c'est la gestion du deuil, c'est la perdition qu'est le deuil. Je pense que ce livre m'a beaucoup, beaucoup plu, parlé. En tout cas, il a fait beaucoup écho en moi. Et dans la mesure où je ne souhaite absolument pas divulgacher ce livre, je ne vais ni vous dire de nom de personnage, rien de quoi au caisse. Je vais vous donner plus un ressenti global sur ma lecture et faire une petite conclusion autour de ça. J'ai pris une gigantesque gifle parce qu'il est question, comme je vous le disais, du deuil, mais tu sais, du deuil qui t'ampute, qui t'anéantit, du deuil qui fait de toi, et je parle malheureusement en connaissance de cause, du deuil qui fait de toi quelqu'un que tu n'étais pas et quelqu'un qui fait de toi quelqu'un que tu ne seras plus jamais, qui te change complètement. Et dans ce livre, nous avons affaire à 5 jeunes gens qui sont tous touchés par le deuil, qui ont tous perdu des personnes proches. Et les deuils sont quelque peu compliqués. Et ce qui est organisé autour de ça, en fait, on propose à ces 5 jeunes gens de participer à un voyage dit de guérison. Ce que je trouve tellement chouette dans l'absolu. Mais en fait, c'est ça. C'est ça, un voyage de guérison avec des étapes pour, en tout cas, à défaut de guérir, d'aller... Comment j'irais? Parce que je ne sais pas si on peut parler de guérison en termes de deuil, je crois que oui, mais qui vont tout au moins, ce voyage va tenter de leur offrir une perspective nouvelle. Et je reviens sur l'idée de ce voyage parce que je trouve que c'est tellement fort et tellement symbolique dans l'idée où une destination égale une étape du deuil. Et c'est hyper fort. C'est hyper fort parce que... toi, si tu lis ce livre et que tu vis un deuil pas très simple et que tu essayes de t'en extirper aussi sans faire de voyage de guérison, putain, il y a plein de situations où tu te retrouves grave dedans, des mots que j'aurais moi-même pu écrire dans ce bouquin. Et durant ces diverses destinations, ils vont avoir des exercices à faire, des ateliers, des épreuves à affronter. J'ai trouvé ça tellement chouette, sans déconner. Mais c'est ça, en fait. Les personnes qui ont vraiment... Il faut les confronter, en fait. Mais c'est ça, il faut les confronter, mais d'une manière... je dirais pas douce, parce que se confronter, c'est jamais avec douceur, je crois. Mais voilà, d'une manière, on va dire, autre. Et alors, le plus de ce roman... en plus d'être, de parler du deuil et d'entrer dans le vif du sujet, c'est qu'on va découvrir des contrées. Et dans ces contrées qu'on découvre, moi, il y a 2 destinations qui m'ont le plus touchée. À commencer par Varanasi en Inde,
que je connaissais déjà parce que j'avais vu des vidéos à ce propos, et le Japon, par rapport à l'approche du deuil, parce qu'il va être question aussi d'aller dans des contrées où l'approche et le visuel, en tout cas l'approche du deuil et de la mort, est quand même relativement différente à la nôtre, en tout cas à celle des personnages qu'on a dans ce roman. Déjà, Varanasi en Inde, je trouve que le truc est hyper fort parce qu'il faut savoir que Varanasi, c'est quand même la ville, je crois, la plus sacrée dans l'hindouisme. Elle est vraiment sur les rives du Gange, et le Gange est l'un des fleuves aussi, et le fleuve le plus sacré de tous les fleuves sacrés en Inde. Donc, je ne sais pas si vous voyez un petit peu la dimension. Et là-bas, il y a les fameuses crémations. Ils ont quand même une approche de la mort qui est plus dans la célébration que dans notre approche à nous. À Varanasi, ils ont ce qu'on appelle les crémations suprêmes. Et quand on s'informe sur le truc, c'est quand même assez passionnant, je trouve, puisqu'il s'agit, dans leurs croyances, bien évidemment, après chacun libre de ses croyances, mais le but de ces crémations suprêmes, c'est d'arrêter le processus de réincarnation pour accéder au moksha, qui est en quelque sorte la libération. Alors, le moksha, je me permets de faire un petit peu cet aparté. Le moksha, il peut être assimilé au nirvana, mais c'est quand même deux choses un peu différentes, dans la mesure où le moksha et le nirvana sont quand même deux états de libération spirituelle, si je puis dire, mais autant le moksha est plus assimilé à l'hindouisme et au jaïnisme, autant le nirvana, c'est vraiment très propre, pas que, mais en tout cas très propre au bouddhisme. Voilà, c'est ce qui fait la petite différence, même si les deux sont très proches. Il y a d'autres nuances, mais même si pour l'heure, moi, ça me passionne, là n'est pas le sujet, je l'entends. Et les crémations suprêmes, donc, à Varanasi, se passent à la vue de tous, on va dire en public. Enfin, c'est une approche très particulière. Il y a tout un cérémonial, toute la famille est là. Bref, il y a tout un cérémonial qui est vraiment, vraiment aux antipodes de nos coutumes à nous. Et c'est là où c'est intéressant parce que ça permet... Dans le roman, je parle, hein, et même en vrai, j'imagine, mais ça permet à ces jeunes-là d'avoir encore une vision différente, que tout n'est pas forcément que triste, que ça passe par la célébration, par la mise en lumière du défunt. Enfin, je veux dire, ça bouleverse un peu tout le monde. Et puis le Japon, le téléphone du vent, où en fait c'est une cabine téléphonique qui, de base, il y a eu un tsunami au Japon, et si je ne dis pas de bêtises, la personne qui a mis cette cabine téléphonique, qui n'est pas fonctionnelle du tout, elle n'est raccordée à rien du tout, elle a perdu son neveu. Et donc, pour aller mieux, pour avancer un peu dans ce deuil, cette cabine-là, elle sert, tu rentres dedans et tu dis ce que tu as sur le cœur, tu dis ce que tu as envie de dire à quelqu'un de tes proches qui est mort. Et là, une fois de plus, j'ai trouvé la symbolique hyper chouette, parce que ça peut ne pas parler. Par exemple, c'est pas quelque chose qui me parle d'aller. Comment je peux vous dire ça? Je n'ai pas cette sensibilité d'aller parler face au monument funéraire de quelqu'un. Je ne sais pas si j'ai cette sensibilité d'aller prendre un téléphone et de faire semblant de parler à quelqu'un qui ne me répond pas. Mais par contre, je fais preuve d'ouverture d'esprit. J'imagine que ça peut aider bon nombre de personnes qui sont dans une situation de deuil. Et pour avoir pris quelques renseignements par rapport à ce téléphone du vent, il y a vraiment des personnes qui disent derrière être soulagées d'un énorme poids et d'avoir cette impression d'avoir communiqué avec leur défunt. Et je trouve ça hyper chouette. Tant que ça peut aider, ça fait de mal à personne. Ces deux livres sont d'une beauté exceptionnelle, approchent des sujets qui sont très difficiles, mais avec une grande vérité, pas d'embellissement, pas de
ni trop de sucré, ni trop de salé, juste ce qu'il faut. Et je pense que ce qui fait toute la différence, c'est que l'autrice a vécu un deuil très complexe. Elle a perdu son papa et le deuil a été très difficile. Et je crois qu'en fait, dans ses romans, elle a juste mis ses tripes et son ressenti. Et ça se sent vraiment. En conclusion, que ce soit 1000 baisers pour un garçon ou 1000 morceaux de cœur brisé, est-ce que je vous conseille ces lectures? Mais à 8000%, à 8000%. Vraiment. Et je remercie Hello et Gwen de m'avoir dit, Jenny, il faut que tu lises ça, parce que c'était un très 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 bon conseil. Pour la lecture suivante, alors là, on change radicalement de registre puisqu'il s'agit également d'un service presse. Ils n'ont rien vu de l'autrice Andrea Mara aux éditions Mera. Je situe, hors de pointe, métro londonien. Size s'apprête donc à prendre le métro avec 3 enfants en bas âge, dont l'un qui est en poussette. Je vous laisse imaginer le bordel. Au niveau des difficultés, n'en jetez plus, le sac est plein. Pensez-vous, en quelques secondes, le téléphone de Sive sonne, elle prend quelques minutes pour répondre. Elle essaie de se frayer avec le téléphone et elle voit ses 2 filles, donc Faye qui a 6 ans et Béa qui a 2 ans, monter dans le métro, les portes se refermer et elle n'a pas le temps de passer pour rejoindre ses filles. Elle voit le métro partir avec ses 2 gamines dedans. Imaginez le truc. Branle-bas de combat, évidemment, Size, la maman, alerte la sécurité de suite en disant « Mes 2 filles sont montées dans le métro toutes seules, faut faire quelque chose, elles ont 6 ans, 2 ans, c'est des petites... Bref, très vite, la sécurité lui dit que tout est sous contrôle, que les enfants sont à la station suivante. Donc, Size se rend à la station suivante pour récupérer ses enfants. Le problème étant qu'il n'y a que Béa 2 ans, mais que Faye n'est pas là. Donc là, c'est panique à bord. Parce que, en plus, elle s'informe, elle demande, personne n'a rien vu. Personne ne sait, personne n'a vu Faye. De base, en plus, c'était un week-end tranquille, quoi. C'est-à-dire que Aaron, donc le mari de Size, de base, il se faisait un week-end pour que lui retrouve ses anciens colocataires, l'université, tout ça. Je tiens à signaler quand même, et je vais vous laisser la joie de découvrir pourquoi si vous lisez ce roman, mais Aaron, le mari de Size, est totalement détestable. Un bon avocat, bien bourré de vanité, que tu peux pas saquer tout le long. La construction de ce thriller, elle est faite de sorte, comme propre au registre du thriller, elle est faite de sorte de te garder, de t'attraper, de vouloir savoir. Et il y a des flashbacks qui sont très très importants en ce qui concerne la compréhension, en tout cas le pourquoi, le contexte de la disparition de la petite fille. Au fur et à mesure de ce tissage, de cette double chronologie, tu vois s'ouvrir un monde de secrets, de non-dits, de mensonges, et puis pas des moindres. Et je trouve que ça a vraiment une importance parce que on te lâche peu à peu quelques pièces de puzzle, mais tout doucement, ce qui fait que toi, ça te tient, parce que plus tu avances et plus tu veux le finir, le puzzle. Et tu arrives à la fin très satisfait. En plus, on a une fin, on a une chute qui est très satisfaisante. Sachez que quoi que vous puissiez penser durant votre lecture, vous êtes à côté. Tu vois, c'est la satisfaction dans un thriller psychologique, c'est ça. C'est quand tu crois, j'ai cru capter 15 fois, ou me disant ah, ça y est, maintenant je suis sûre, 15 fois j'étais à côté de la plaque. C'est ça la satisfaction. Un bon thriller pour moi, c'est un thriller où tu n'as rien pipé jusqu'à la fin. Il y a tout ce qu'on apprend au fur et à mesure, le pourquoi, le comment, pourquoi la petite Faye, la disparition, dans quel état ils vont la retrouver, est-ce qu'ils vont la retrouver, est-ce qu'elle va être en vie, est-ce qu'elle va être pas en vie, enfin voilà, il y a un tas de questions que tu te poses, tu crois avoir les réponses, tu les as pas, c'est un vrai page turner à fond les ballons. À partir de là, moi je vous dis, et sa fin qui ne gâche absolument rien, je suis sur la boucle est bouclée, c'est un thriller complètement validé. Donc, en conclusion, est-ce que je vous conseille la lecture de ce thriller psychologique, c'est le moins qu'on puisse dire, à 100%. Pour la lecture suivante, et qui sera la dernière, nous sommes sur un livre que j'attendais, qui m'a en plus été offert par l'une d'entre vous.
j'avais de grosses attentes. On parle du livre de Valérie Perrin, Tata, paru aux éditions Albin Michel. Pour te situer, un appel. Allô, bonjour, vous êtes bien Agnès, la nièce de Colette Septembre. Oui, donc la nièce répond oui, c'est moi. Nous vous appelons pour gendarmerie, nous vous appelons pour vous signaler qu'on vient de retrouver votre tante Colette Septembre, donc morte. Très bien, sauf qu'il y a un problème. La nièce répond ma tante est morte il y a 3 ans, elle est morte et enterrée. Ah, il est évident qu'Agnès, la nièce de Colette Septembre, va retourner dans son lieu d'enfance où elle a vécu avec sa tante Colette pour déjà identifier le corps et comprendre. Et puis, une autre question évidente, qui est donc enterré à la place de Colette ? Pourquoi ? Pourquoi tout ça ? Dans un premier point, j'ai aimé découvrir la vie de Colette Septembre, qui est un personnage très singulier. Pour son époque, qui sortait un peu du lot. J'ai aimé la stupéfaction, aussi partager la stupéfaction et les émotions de sa nièce Agnès. J'ai aimé tout ce qui était... j'ai aimé retrouver la plume de Valérie Perrin dans ce qui est partage des émotions, de cette authenticité de plume. Mais malheureusement, il y a un énorme mais. Bien que, ordinairement, les multiples temporalités ne sont pas pour me déplaire, là, je dois volontiers admettre qu'elles ont contribué à ma perdition. Globalement, c'est trop. En tout cas, c'est trop pour moi. Dans une seconde partie de lecture, j'ai trouvé qu'il y avait trop de personnages dans trop de temporalités différentes, si bien qu'à un moment, je ne savais plus très bien qui était qui, dans quelle période, dans quelle temporalité, qui est comment, quoi, qu'est-ce qui se passait. À un moment, je me suis perdue, trop de temporalité. Et je me suis dit, waouh, mais je suis où? Je sais plus. Est-ce que je dois reprendre? Ça m'a mis un bordel sans nom dans ma lecture. Et puis, il y a une façon de faire que j'ai trouvée très étrange et que je n'ai pas eu. Je reste sur Changer l'eau des fleurs parce que quand même, pour moi, c'est décevant parce que passer en tant que lectrice, j'entends, je vous dis, je me prends pas des prétentions que j'ai pas, je donne juste mon avis de lectrice, mais passer de Changer l'eau des fleurs à ce type de récit dans Tata, c'est très étrange parce que on a l'impression, j'ai eu cette impression en tout cas, qu'elle a voulu balancer plein de sujets importants, des sujets poignants, mais qu'en fait, il n'y avait pas de... Une fois de plus, c'était trop. En fait, c'était trop. On avait l'impression qu'on était dans une course et un sujet pesant, et un autre sujet pesant, et bam, 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 bam. Et disons que je trouve que ce procédé-là, dans ma façon d'approcher la lecture d'un roman, disons que ça t'enlève une crédibilité au récit. Et surtout, ça engendre des digressions. Mais mon pote, alors moi, sans déconner, les digressions dans la littérature, dans les romans, ça me gêne pas. Mais là, une fois de plus, c'est trop. Comme il y a trop de sujets, trop de personnages, trop de temporalité, il y a forcément trop de digressions. En fait, c'est vraiment ça qui a nui à ma lecture, qui m'a même déçue de cette lecture. C'est vraiment le trop. Voilà. Trop de trop tue le trop. Je crois que dans ce roman, il y a une première partie que j'ai beaucoup aimée, où j'ai vraiment retrouvé l'esprit, sans que ce soit l'histoire, mais l'esprit de Changer l'eau des fleurs. Voilà, l'approche émotionnelle, sans en faire des caisses. Et je pense qu'en fait, je me serais attendue à avoir tout un roman basé sur vraiment garder ce fil conducteur que on avait dans Changer l'eau des fleurs. Là, sur une deuxième partie de bouquin, c'est parti dans tous les sens. Voilà ce que je ressens. C'est parti dans tous les sens. Un peu, si je cherche à te mettre en image le truc, tu vas lancer un feu d'artifice et que tu maîtrises plus rien. Ça crame tout, ça... Voilà, c'est un peu ce que j'ai ressenti. Alors que je ne remets pas du tout le talent de Valérie Perrin en cause. On se calme, parce que j'ai retrouvé Valérie Perrin sur une première partie de roman, mais elle m'a perdue
dans comment je pourrais qualifier ça, dans ce départ en couillette dans tous les sens sur une seconde partie où vraiment, ouf, je me suis dit, j'étais à la page 450, je me suis dit, je vais me barrer en fait. Je suis perdue. Je comprends plus rien. Pourquoi ça là et lui, qu'est-ce qu'il vient foutre là alors que normalement il est dans l'autre temporalité? Bah non, il est bien dans sa temporalité. Mais waouh! Si je puis me permettre, quand t'es perdu comme ça dans ta lecture et que tu as un plus de 700 pages à lire, c'est raide. C'est très raide. En conclusion, ce livre n'est pas du tout pour moi. Je suis complètement passée à côté. C'était trop long, c'était trop de tout, trop de sujets, trop de personnages, trop de temporalité. C'était trop. Voilà. C'est là où on voit quand même que parfois le trop peut être un ennemi. Je ne remets absolument pas en doute le talent de plume de Valérie Perrin, parce que Changer l'eau des fleurs, sans déconner, si vous n'avez jamais lu Changer l'eau des fleurs, il faut y aller absolument. Comment je dirais, j'ai un attachement à Violette Toussaint. Colette Septembre était très touchante aussi, mais c'est parti en sucette. Donc, est-ce que je vous conseille ou pas ce livre? C'est pareil, c'est très difficile, parce que là, c'est vraiment moi qui n'aime pas ce trop-plein, mais peut-être que vous aimerez ça. Donc, moi, en tout cas, je ne valide pas, parce que je suis passée complètement... alors là, mais c'est même plus à côté, là, j'ai pris... je suis dans le chemin inverse, à contresens. J'ai lu également Le soleil se lèvera demain d'Aurélie Massé, mais je ne vous en parle guère ici. Vous aurez le retour. Je vous conseille vivement d'aller jeter un œil, parce qu'une fois de plus, le jour où Hello, Gwen et moi-même, nous nous contenterons que de donner un avis sur notre lecture concernant la lecture commune, il fera certainement plus chaud qu'aujourd'hui. Mais je vous conseille vraiment d'aller jeter votre œil, ce sera sur la chaîne de Gwen d'ici à quelques temps. Voilà, nous ne manquerons pas de mettre les liens au moment opportun. J'espère que cette petite heure littéraire vous aura plu. Moi, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je fais ce genre de vidéo, parce que j'adore ça. Et aussi, je sais qu'un petit quota d'entre vous attend cette heure littéraire. Voilà. Que vous dire de plus? Bah, comme d'hab, pas grand-chose. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Je vous dis... Attends, parce que moi, il faut que je programme. Non. Je vous dis à dimanche dans un petit vlog. Des bisous.